Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux ce matin à la table ronde sur le thème du e-commerce. Avec les 4 intervenants qui sont à mes côtés, nous allons tenter d'apporter des réponses précises à la question posée, comment résister au rouleau compresseur des GAFA. Nous allons tenter d'apporter des réponses sur plusieurs thèmes, comment ils menacent aujourd'hui le commerce traditionnel et le e-commerce, comment tirer son épingle du jeu dans ce contexte hyper concurrentiel et hyper mouvant. L'accélération est extrêmement forte. Et puis on essaiera de voir aussi, les GAFA sont là, ils existent, comment on peut utiliser les leviers qu'ils mettent à notre disposition pour développer son activité et son business. Je vais me présenter rapidement, je suis Cédric Etienne, directeur général d'ASI et directeur du cabinet de conseil intégré ASI 360. Et je vais laisser les intervenants à côté de moi se présenter. Donc Stéphane Fontaine. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc Stéphane Fontaine, je suis manager de Kerbio, qui est un site d'e-commerce, une épicerie bio en ligne. On fait partie du groupe des Cotonantais. Jean-Philippe Cléer, bonjour et très heureux d'être avec vous ce matin. Donc, j'en charge la direction des activités digitales du groupe Kérus, donc cabinet à la fois de conseil, d'accompagnement dans la transformation des organisations. Fabien Jouron, je suis le délégué régional du groupe La Poste sur les Pays de la Loire. Et bonjour à toutes et à tous, je suis le directeur du magasin Leroy Merlin de Rezé-Nantes. Et ravi d'être avec vous. Merci à tous. Donc on va commencer directement dans le vif du sujet. Fabien par parler de la menace que représentent aujourd'hui les GAFA. Ils sont là, il y a une accélération. Vous m'avez tous dit en préparant cette table ronde que ça s'accélérait de manière très très forte. 200 millions de références sur Amazon aujourd'hui, 100 millions d'abonnés Amazon Prime. Vous-même, La Poste, impacté quand même depuis quelques années par la transition numérique. Amazon est en même temps un client et un concurrent. Comment elle se concrétise cette menace et sur quels aspects on va la rencontrer? Donc aujourd'hui, oui, nous, dans les GAFA, c'est surtout Amazon notre interlocuteur. Aujourd'hui, Amazon est devenu notre premier client. Donc c'est des gens qu'on aime beaucoup, Amazon. En même temps, on est avec eux en ce qu'on appelle une coopétition, c'est-à-dire que Amazon, aujourd'hui, est devenu tellement prépondérant sur le marché qu'il dicte quasiment leurs conditions. C'est l'inverse d'un oligopole. Et donc c'est Amazon qui dicte ses conditions puisqu'il a plus de fournisseurs qu'il en a besoin. Et donc nous, notre enjeu, c'est de résister à Amazon et de lui offrir le meilleur service. C'est de travailler au mieux pour Amazon. Et en travaillant au mieux pour Amazon, on travaille au mieux pour tous ses concurrents. Aujourd'hui, en France, on est un peu atypique puisque Amazon est un des plus gros e-commerçants en France, mais en même temps, il a des gros concurrents. C'est Discount, Fnac, alors qu'en Allemagne et en Angleterre, ce n'est pas tout à fait le cas. Aujourd'hui, Amazon a pris des positions prépondérantes. Donc nous, notre enjeu à La Poste, pour résister à cette pression, parce que dès qu'Amazon n'a pas le service attendu, il développe lui-même son service de manière organique, comme en Angleterre où il a développé son service de livraison, comme il développe sur d'autres branches d'activité ses services à lui. Aujourd'hui, nous, notre enjeu, c'est que Amazon, dans son cahier de prescription, on arrive à suivre et à lui offrir le service de manière à offrir ce même service à tout le monde, qu'il soit petit ou grand. Les petits e-commerçants, les grands e-commerçants. Aujourd'hui, la norme d'Amazon, c'est livrer en 1 heure. Et ça induit d'ailleurs une question, c'est il livre en 1 heure la multitude, c'est-à-dire là où il y a la majorité des gens, c'est-à-dire que demain, Amazon va livrer en 1 heure les métropoles, les zones denses, et va laisser la livraison ailleurs autrement. Donc ça pose des vraies questions aussi sur la fracture territoriale qui est induite par cette logique économique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact sur l'éducation des consommateurs qui s'attendent aujourd'hui à ce que le coût de livraison soit quasiment nul et qu'il y ait une livraison extrêmement rapide? Je pose la question à Fabien, mais n'hésitez pas à intervenir autour de la table. Amazon a désormais un avantage, si on le dit comme ça, sa masse, c'est aujourd'hui il n'a plus aucun coût d'acquisition. C'est-à-dire que les commerçants viennent sur sa place de marché, il n'a aucun coût d'acquisition. Ce qui fait qu'Amazon peut offrir la livraison gratuite par rapport à ses concurrents. Ça lui fait un avantage concurrentiel que personne n'a aujourd'hui. Et Amazon, si on se réfère aux chiffres US, aujourd'hui 54% des e-acheteurs américains sont sur Amazon Prime, c'est-à-dire qu'ils ne se posent plus la question de chez qui ils achètent. Et aujourd'hui, en 2018, une requête Internet sur 2
d'un Américain se fait d'abord sur la plateforme Amazon. C'est-à-dire qu'une requête sur 2 en Amérique est une requête d'achat qui se fait sur Amazon avant Google. Et la deuxième chose, c'est que le flux des colis, il n'y a pas que Amazon, il y a des choses comme Wish, et on va avoir Alibaba. Et en fait, il y a un phénomène émergent, c'est le petit paquet international de moins de 3 kg et de moins de 5 cm, de moins de 3 cm, c'est-à-dire qui rentre dans les fentes de boîte aux lettres ou qui se met dans votre boîte aux lettres. Et ça, c'est une croissance exponentielle. On attendait 250 millions de petits paquets internationaux en 2020. On en a eu 230 millions fin 2018. Et ça va asphyxier quelque part nos circuits. Donc on va s'équiper. Mais la vraie question que tu posais en creux, c'est est-ce que ce flux de petits paquets, quand on dit qu'on est pro-transition énergétique, avec une livraison unitaire à chaque fois d'un petit colis qui vient de Chine, ou d'ailleurs, mais surtout de Chine, c'est des petits paquets internationaux, est-ce que ce flux de petits paquets est vraiment cohérent par rapport à des gens qui sont convaincus de la nécessaire action à avoir vis-à-vis de la transition énergétique? Merci Fabien. Stéphane, vous avez une position par rapport à cette gestion de la logistique justement qui est chez Carbio.fr qui est un peu différente, enfin qui justement se positionne par rapport à Amazon. Ouais, nous par rapport au GAFA, donc on ne va pas parler que d'Amazon, mais c'est vrai qu'on est un site e-commerce avec, on est une entreprise de TPE, 9 collaborateurs. La principale menace, c'est d'abord leur capitalisation et puis les moyens financiers qu'ils ont, ça c'est sûr et certain, puisque Amazon... Si on prend Amazon, par exemple, la stratégie, c'est qu'ils viennent de racheter quand même Whole Foods. Enfin, ils ne viennent pas, maintenant, ça fait plus d'1 an et demi. Donc, on voit très bien qu'ils veulent investir aussi dans du commerce. Bon, après, il y a certainement une stratégie de data et des choses comme ça. Ensuite, deuxième menace, je pense que c'est les codes qui nous imposent, et notamment au niveau des consommateurs. Là, je rebondis compte, et je suis entièrement d'accord, ils nous disent, voilà, la livraison gratuite. Friedman disait il n'y a rien de gratuit, quoi. Donc à un moment il y a bien quelqu'un qui paye et nous chez Kerbio, mais on parlera peut-être tout à l'heure des solutions, on ne fera pas la livraison gratuite, c'est sûr et certain, parce qu'à un moment ça a un coût. Pour chacun il faut que le consommateur soit complètement aguerri par rapport à ça. Et il nous impose aussi d'autres codes, si on prend Facebook par exemple. Si on prend Google, il nous impose aussi, et il faut qu'on soit agile, des nouveaux métiers. Tous les jours, on a un webmaster, nous, au sein de Kerbio, une petite équipe de 9 personnes. Je suis obligé d'avoir un webmaster que je vais former régulièrement et qui, de temps en temps, est dépassé par rapport aux technologies et aux services qui sont proposés par ces monstres technologiques. Donc voilà, autant que faire se peut, on essaye de suivre. Et puis à un moment, il faut savoir renoncer aussi à leurs choix et à leurs diktats. Merci Stéphane. Nicolas Buffon, vous, Leroy Merlin, alors vous êtes un des représentants de la stratégie aujourd'hui de Leroy Merlin pour faire face à ces GAFA. La GSB, hein, donc les grandes surfaces spécialisées en bricolage, ont été pas mal aussi concurrencées par les GAFA, mais aussi par d'autres acteurs entrants. Comment ça se traduit chez Leroy Merlin aujourd'hui, cette menace ? Alors effectivement, on représente, et autour de cette table, on représente un commerce traditionnel, et en même temps qui n'est plus complètement un commerce traditionnel, parce que tout le monde connaît leroymerlin.fr. Et la première menace et en même temps le premier enjeu, c'est de faire cohabiter notre manière de commercer historique à travers nos magasins, faire muter nos magasins et en même temps cohabiter et vivre avec lm.fr. Alors moi j'ai plutôt un adage et un mode de fonctionnement en tant que directeur de magasin avec mon équipe de 250 collaborateurs sur Nantes, ce que je représente aujourd'hui. C'est de se dire on passe d'un monde où les plus gros, ce qu'on était historiquement, mangeaient et étaient au combat et très facilement face aux plus petits. Ce monde-là, il est complètement en train d'être bouleversé, puisque l'adage, il est maintenant, c'est les plus rapides qui mangent les plus lents, très clairement. Et en fait, c'est un sujet et c'est un leitmotiv qui m'anime au quotidien. Et dans chaque action que je mène et que nous menons avec le comité de direction et l'équipe du magasin, et bien sûr adossé à Leroy Merlin France, c'est bien une question de vitesse maintenant qui nous engage. Et puis ça se traduit aussi en tant que menace, et comment on est en mesure de réagir par rapport à cette menace. C'est comment on a été fabriqué sur un commerce historique de distributeurs, sur un monde purement concurrentiel, un environnement et une réactivité sur du différentiel. Et donc dans les opportunités, dans l'accompagnement de ce qu'on va pouvoir échanger ce matin, c'est d'étayer un petit peu cette différence que Leroy Merlin propose.
Moi, j'ai juste une petite question. On voyait qu'IKEA là, va arrêter, enfin, va pas arrêter, mais va remettre des magasins plus petits en centre-ville pour se rapprocher de ses concurrents. Donc peut-être avec aux dépens ou à la place de développer des hyper à la périphérie des centres-villes. Est-ce que chez Leroy Merlin, il y a eu aussi cette stratégie de plutôt remettre les budgets dans le digital ou dans des startups ou dans d'autres manières d'aborder la vente de produits de bricolage, ou on continue quand même le développement de magasins physiques? Est-ce qu'il y a eu un impact de ce côté-là? Bien sûr, il y a eu un impact réel, c'est-à-dire qu'on a très clairement ralenti l'expansion mètre carré, ce qu'on pourrait appeler l'expansion mètre carré. Pas du tout abandonné, parce qu'on a encore ouvert un magasin hier à Batignolles, à Paris, qui est un magasin Leroy Merlin Apart. Et donc on continue à ouvrir des magasins, toutes dimensions, et on a toujours un programme de 5-7 magasins par an en ouverture. Bien entendu, ça a dévié les investissements du groupe qui auparavant étaient peut-être majoritairement 75-80% dédiés à de la structure, du foncier, des mètres carrés, à vraiment l'accentuation sur notre dextérité logistique, supply, IT, data et puis web, bien entendu autour du développement du web. Merci Nicolas. Jean-Philippe, quelques éléments aussi sur cette partie menace des GAFA et la manière dont ça modifie un peu la manière de faire du commerce et du e-commerce en France. Oui, en fait, aujourd'hui, on a, je pense, deux positions. Soit on subit et on constate que voilà, la machine est en marche et de toute façon, le rouleau compresseur est lancé et on est condamné, entre guillemets, à subir ça. Moi, je suis vraiment convaincu du contraire, parce que finalement, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que ça oblige à se réinventer. Ça va obliger à faire les choses différemment. Et voilà, on n'est pas condamné à, entre guillemets, devoir vendre systématiquement dans la marketplace de Amazon. On n'est pas condamné à devoir réutiliser tous les produits de ces géants-là. Au contraire, c'est un moyen de réinterroger un petit peu nos façons de travailler. C'est un moyen de faire un pas de côté, probablement. Et c'est un moyen aussi de dire, soyons peut-être un peu proactifs, un peu innovants. Apportons des nouveaux services, et je pense que c'est ça aussi dont on va parler juste après, pour là aussi exister. Il y a une place, il y a clairement une place aujourd'hui pour beaucoup d'acteurs de petite taille et de moyenne taille face à ces géants. Le tout, c'est d'être un petit peu malin, d'être un peu souple, pour justement essayer de tirer parti de cette machine et d'avoir des approches parfois un petit peu innovantes autour de ça. Mais ce n'est pas une fatalité, en tout cas j'en ai l'intime conviction. Ouais, merci, effectivement, on va passer dans quelques instants à comment se démarquer et la création de valeur ou la créativité dont on doit faire preuve pour se démarquer de ces GAFA. Dernier point pour parler des menaces, Fabien, vous montriez hier une publicité d'une radio, j'ai pas pu la mettre à l'écran, mais Énergie qui communique sur le fait d'être la première radio e-commerce en France, avec l'idée de lier des pubs radio aux assistants personnels Google ou Amazon, Amazon Echo et Google Home. Est-ce que le fait d'avoir les données des consommateurs et d'être dans leur foyer, c'est aussi une concurrence qui est quand même un petit peu violente pour les commerces traditionnels ou d'autres e-commerçants? Là, je pense, par contre, on va subir une deuxième vague, là, pour le coup, assez problématique. C'est l'arrivée de ces assistants personnels au domicile, les Google Assistants, Alexa, etc. Là, pour le coup, la lutte va devenir, là aussi, probablement encore un petit peu plus serrée et difficile, parce que c'est vrai qu'ils vont maîtriser même le premier point de contact. Et là, effectivement, ils vont pouvoir, entre guillemets, se rapprocher encore plus du consommateur. Mais au final, rien de très neuf. Je ne sais pas si vous connaissez le Dash Bouton. Si ça vous parle, le Dash Bouton d'Amazon, voilà, c'est quelque chose qui remonte maintenant il y a quelques années. Et là aussi, il faisait le pari de rapprocher dans le domicile, finalement, la commande et créer ça de manière automatique, le réflexe auprès des consommateurs. C'est pas pour autant, entre guillemets, que le raz-de-marée est arrivé là-dessus. Mais voilà, néanmoins, là aussi, je pense qu'il y a un moyen de faire des choses un petit peu différentes et diablement efficaces avec ce type d'assistant. Alors juste une dernière chose, c'est que néanmoins, voilà, ce sont des machines phénoménales. Enfin, n'oublions pas qu'Amazon perdait plus de 100 millions de dollars par trimestre simplement pour étouffer leur principal concurrent sur les couches culottes. C'est-à-dire que voilà, ils ont des moyens aujourd'hui, là aussi, de stratégie de marché qui font que quand ils ont décidé de pénétrer un marché, voilà, ils s'en donnent définitivement les moyens. Merci Jean-Philippe. On va passer peut-être à la deuxième partie de cette table ronde, qui est peut-être la plus intéressante. C'est comment finalement, en étant créatif, on arrive à se démarquer, à créer finalement des différences qui permettent de capter des clients qui attendent autre chose que les 200 millions de références d'Amazon ou la puissance de Google et de Facebook. Nicolas, vous êtes sur un point de vente, vous déclinez la stratégie digitale du groupe Leroy Merlin. Comment ça se traduit aujourd'hui? Comment vous arrivez chez Leroy Merlin à associer les magasins physiques
et le digital, et quels sont les impacts aussi pour manager au quotidien vos équipes. Vous avez parlé de 250 personnes, donc ça ne doit pas être si simple que ça. C'est pas si simple, mais en même temps, c'est un super challenge qui s'impose à nous. Je trouve que l'opportunité, ce qui est repris un petit peu, c'est de se dire, ça doit nous botter les fesses, très, très clairement. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Alors après, moi, je suis pas focusé sur Google, sur Amazon ou autre. Je pense que c'est de se dire plutôt et de prendre un petit peu plus de hauteur par rapport à ça, de se dire, s'ils sont au combat, nous, on est au combat. On a un avantage sur eux, c'est qu'on a une histoire. On a une rentabilité et on a des hommes pour combattre le sujet des GAFA. Souvent, j'imagine la manière de commercer avec, on va dire, une structure, un magasin, etc., qui est ouvert 6 sur 7, voire 7 sur 7 dans certaines régions de France. Les GAFA, LM.fr, Internet, c'est ouvert 24/24, 7 sur 7. Donc c'est une vraie opportunité. Une vraie opportunité, pourquoi ? Parce qu'à la fois, il y a un visage de la marque quand on vient dans une entreprise telle que la nôtre, et en même temps, il y a une vie avant et après le parcours d'achat, et qui, en fait, ne s'arrête plus, en fait. Il est permanent. Et puis, si je parle de parcours d'achat, il y a un deuxième élément qui est extrêmement important, c'est que très historiquement, quand un consommateur comparait une expérience, il la comparait d'une structure A avec une structure B, qui globalement est installée sur un foncier, d'une ville à une autre, ou d'une rue à une autre, voire d'un trottoir à un autre trottoir. Et aujourd'hui, le parcours d'achat, il se compare d'une manière littéralement différente. Il se compare d'une expérience d'arriver sur un parking arrosé à 486 places, rentrer dans un magasin, à aujourd'hui une expérience d'achat sur Mano Mano. Quelle belle opportunité de montrer que les voitures de nos clients partent pas à sac et crèvent pas les pneus à chaque fois qu'ils partent de chez nous. Moi, c'est une vraie motivation pour moi. Donc, il y a plein d'opportunités. Dans les opportunités concrètes, une fois qu'on a un peu cette idéologie de combat, cette idéologie de confrontation qui est littéralement nouvelle, une fois qu'on s'est dit ça, on dit comment on met et on éduque nos 250 collaborateurs, nos 23 000 collaborateurs en France, pour vraiment être dans la compète. Et très clairement, première chose, c'est jamais quitter notre histoire et savoir d'où on vient, à la fois avec nos collaborateurs. Au magasin de Nantes, vous avez des collaborateurs qui vont fêter leurs 30 ans d'ancienneté sur un magasin qui va fêter son 30e anniversaire, entre autres. On a des plus anciens qui ont 38, 39 ans de carrière. Donc c'est de jamais oublier d'où on vient et pourquoi on fait les choses, c'est-à-dire nourrir le meilleur métier du monde, c'est-à-dire améliorer l'habitat dans toutes ses formes, ou une nouvelle manière d'habiter. Et en même temps, avec la nouvelle génération qui arrive, c'est de faire une courroie de transmission et aussi de permettre aux plus jeunes d'être nés GAFA, de poser une stratégie GAFA et d'être un accélérateur sur une stratégie qu'on pourrait poser tant au national qu'en région ou qu'en magasin. Donc c'est une vraie opportunité. Très concrètement, je pourrais citer quelques exemples. Sur un magasin, concrètement, pour lutter sur la différence de ce qu'on ne vit pas sur les GAFA et sur Internet, c'est l'experiencing, par exemple. L'experiencing qui se joue sur la prise en main du matériel, l'experiencing sur les cours de bricolage qu'on appelle campus chez Leroy Merlin maintenant, sur lequel on peut s'inscrire sur leroymerlin.fr et qu'on vient vivre en magasin. La pédagogie du faire, le faire ensemble. Ça, c'est par exemple une des pistes sur lesquelles les GAFA peuvent me raconter ce qu'ils veulent, peuvent faire ce qu'ils veulent, à la vitesse qu'ils veulent, mais nous on est allé très vite sur le magasin de Nantes par exemple, où on était passé de quasiment rien avec un Algeco sur le parking à une vraie structure, certes de 65-70 mètres carrés, mais on fait plus de 2000 stagiaires par an sur l'apprentissage du faire. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, est-ce que ça pourront jamais venir nous chercher les GAFA ? C'est d'être accueillis dans le magasin avec un welcomer. Alors oui, il ou elle n'est pas toujours présente, mais il y a un bonjour, il y a un regard, on humanise la relation, on humanise le parcours d'achat. On remet au cœur l'équipe, l'homme, le collaborateur, et comme j'ai entendu tout à l'heure, le collaborateur qui est lui-même le premier prescripteur, habitant, consommateur de la marque. Et on peut le dupliquer sur Decathlon, Leroy Merlin ou autre chose, ça marche à toutes les sauces. Et puis, dernier exemple que j'ai noté, c'est le renforcement du vendre plus, vendre mieux. On a beaucoup été alimenté par ça, vendre plus, chiffre d'affaires, etc., à l'association de comment j'adapte mon discours, ma posture sur l'accompagnement de l'habitat, du projet habitant, sur le couple produit-service. Comment j'associe la vente, l'accompagnement de l'embellissement de l'habitat sur un couple produit-service. Et même à venir chez Leroy Merlin, une enseigne comme les nôtres, et les GAFA peuvent encore s'accrocher, c'est parce que chez Leroy Merlin, j'ai des installateurs.
Parce que chez Leroy Merlin, on a fait des POC un petit peu plus historiques et on a Frisbees qui est rentré dans la structure, start-up lilloise. Et qu'aujourd'hui, les GAFA peuvent s'accrocher à ça. Donc oui, c'est une vraie opportunité. On se met en ligne de marche et on est au combat. Donc créer de la valeur, des nouveaux services, se rapprocher des clients, avoir le contact. Stéphane, Kerbio.fr, c'est un peu les mêmes stratégies. Oui, on ne va pas non plus inventer l'eau chaude, mais Peut-être c'est vrai que c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que d'abord, on va les utiliser comme des outils. On va benchmarker puis les utiliser comme des outils. Kerbio.fr, on a la volonté de livrer au national au moins les produits cotonantais parce qu'il y a une forte demande aujourd'hui. Et puis les seuls points de contact avec nos clients physiques, ce sont les salons. Donc ça, on va pouvoir le faire avec des partenaires comme La Poste ou d'autres logisticiens. Comment se différencier? C'est trouver des nouveaux marchés. Moi, quand je suis arrivé dans la structure il y a 5 ans, on n'était qu'en B2C. Et là, je ne vais pas dire parce qu'on a plutôt un management collaboratif. Donc on a développé le marché B2B sur la restauration et le décolisage et la course express. Il y a un nombre énorme d'initiatives sur Nantes et sa périphérie, de restaurants, de food trucks qui veulent développer le bien manger, mais ils n'ont pas les moyens. Enfin, ils n'ont pas les moyens. Généralement de temps, ils n'ont pas le temps d'aller sur le mine, surtout que maintenant il va bouger à commencer à arroser. Donc nous, on s'est positionné dessus et on a une croissance sur ce marché depuis 2 ans de 30%. Sachez que depuis 5 ans, on est à plus de 25% tous les ans. Donc Google et Amazon ne sont pas que des menaces, puisqu'on essaye quand même de s'adapter. Ensuite, je pense qu'il faut aussi créer son écosystème. Et tout à l'heure, j'ai entendu parler d'alliances. Oui, les alliances sont importantes. Moi, je suis dans l'agroalimentaire. Aller voir les producteurs, travailler avec eux, même être transparent au niveau de mes marges pour les consommateurs. Alors, ce que je dis là, je ne le fais pas encore, mais c'est dans les tuyaux. Ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas de dire combien je gagne et combien je redistribue à un fournisseur. Donc ça, il y a une certaine transparence et le consommateur est plutôt enclin à entendre ce genre de message. Et puis, je ne vais pas monopoliser, mais il y a aussi quelle mission on a. Nous, on a une mission aujourd'hui, une mission entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que la logistique urbaine va bien évoluer sur Nantes. Le mine bouge à Rezé. Et aujourd'hui, nous, on sait très bien que à terme, dans le centre-ville de Nantes, qui est aujourd'hui sur un certain périmètre, mais qui va certainement s'agrandir, il sera difficile de livrer nos clients. Eh bien, ça, je peux vous le dire parce que c'est officiel. On a créé un premier hub urbain où le dernier kilomètre se fera en vélo, oui, avec des comme Green Course, les coursiers nantais, choses comme ça, pour pouvoir livrer nos clients. Et ça rentre dans nos valeurs et c'est notre mission, une des missions qu'on s'est donnée. Et je pense qu'il y a des membres des dirigeants responsables de l'Ouest ici, et ils savent très bien de quoi je parle, c'est que la RSE et toutes ces valeurs-là, c'est aussi différenciant pour nos consommateurs et par rapport à ces GAFA. Et puis dernière chose, c'est les collaborateurs. Je pense que c'est hyper important de former, de générer des talents pour être encore différenciant par rapport à ces GAFA. Voilà. Merci Stéphane. Fabien? Beaucoup de choses ont été dites. Moi, il y a juste une chose. En fait, les GAFA, on ne peut pas lutter contre les GAFA. La Poste, on a beaucoup de difficultés actuellement puisqu'on a une baisse du courrier liée au numérique. Et au début, on se disait que le numérique était un ennemi. Et en fait, c'est du jour où on a dit, non, le numérique, c'est notre environnement, comme le vent est l'environnement quand on prend la mer, et qu'on s'adapte à cet environnement-là. Les GAFA, c'est rien. On va avoir une deuxième vague avec des GAFA chinois. Mais en fait, utilisons-les. C'est aussi des outils. Vous avez dit plein de choses intéressantes. C'est des outils. Déjà, il y a une chose intéressante qui a été dite, c'est travaillons ensemble localement sur les circuits courts, sur l'intelligence qu'on a collectivement. Nous, à La Poste, on distribue déjà des paniers de chez vous, dans Nantes et ses environs. Donc les circuits courts, c'est bien différent. Ensuite, il y a le magasin physique. Aujourd'hui, Amazon est en train de réinvestir les magasins physiques parce qu'il voit qu'il a un souci de représentation. Nous, il y a un e-commerçant qui nous a saisi une fois en disant « Bon, je fais que du e-commerce, ça me convient bien, mais j'aimerais augmenter ma part de marché. » Donc, on lui a proposé en fait de boîter un catalogue physique dans les boîtes aux lettres des gens qui avaient la sociologie de ses clients.
Et en fait, il a augmenté de 60% ses ventes uniquement avec une action physique. Donc on se rend bien compte que le physique, c'est pas rien. Et quand on voit qu'Amazon veut mettre des magasins, moi, il y a autre chose qui est important, c'est que, en fait, on parle toujours d'Amazon, mais c'est pas des méchants, enfin c'est des méchants parce qu'ils ont une âme capitalistique, on va dire, mais c'est pas des méchants. Ils essayent juste de vivre. Mais moi, ce que je trouve important, c'est ce que tu as dit, c'est Amazon, en fait, a créé une mythologie. Amazon a créé une mythologie. On croit que c'est les plus innovants. On croit qu'ils vont tout réussir. On croit qu'ils vont tout faire et qu'ils sont indispensables. Et je crois que son vrai talent, c'est ça. Alors qu'en fait, les commerçants, les e-commerçants et la plupart des entreprises, nous, on a une histoire. Amazon a créé le premier commerce sans personne. C'est faux, c'est Monoprix qui l'a fait. La première expérimentation de commerce avec personne dedans, où le client rentrait et ressortait, était facturé. C'est pas Amazon. Et on dit toujours, Amazon a fait ça le premier. Amazon a créé la première livraison par drone. Amazon a fait une magnifique livraison d'une pizza dans la campagne anglaise par drone. Géopost a depuis 3 ans une livraison régulière par drone sur un centre de recherche en haute montagne. Et aujourd'hui, c'est pas Amazon. Amazon a créé une mythologie qui nous écrase. Et quand on dit le rouleau compresseur GAFA, on se fait peur à nous-mêmes. Ces GAFA, c'est des acteurs économiques comme nous qui, certes, ont une âme un peu plus prédatrice parce qu'ils ont du capital, ils ont des moyens. Mais nous, on a une ressource, et ça a été fort bien dit, on a une ressource humaine, on a une ressource. On a notre histoire, chacun. Nous, on date de Louis XI, la Poste. Le roi Merlin, c'est un peu plus récent. Kerbio, c'est un peu plus récent. Amazon, c'est 95. Amazon, c'est 95. Un libraire en ligne en 95 qui faisait même pas 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quelle est l'histoire et la mythologie qu'il y a derrière quelqu'un qui est né en 95? C'est à la fois magnifique et en même temps, nous, on a un vrai rapport au territoire et un vrai rapport à nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut se raconter. Et se dire que c'est des gens avec qui on travaille et avec qui on doit faire des choses, mais qui ne doivent pas nous faire peur. Voilà ce que je voulais dire. Merci Fabien. Effectivement, il y a des valeurs, la marque, la créativité à développer pour concurrencer ces GAFA. Jean-Philippe a quelques retours d'expérience aussi, quelques témoignages. Oui, pour parodier un slogan qu'il y a quelques années, c'est effectivement, ils ont le capital. On a des idées, certes, mais je pense qu'au-delà de ça, on a aujourd'hui les magasins. Et ce qui t'est dit, c'est, je pense, extrêmement révélateur. C'est qu'on a une chance extraordinaire, et beaucoup d'acteurs aujourd'hui ont une chance extraordinaire, c'est qu'ils ont un réseau physique à proximité des clients. Et quand on discute aujourd'hui avec beaucoup de clients, et je raconterai une histoire que je trouve assez emblématique, c'est en fait ce que l'on voit, le consommateur aujourd'hui est en quête de nouveau de sens, de proximité, de contact. Et alors, vous savez, c'est un petit peu Amazon, c'est un petit peu comme Closer. Alors, je vais être un peu caricatural. Vous savez, tout le monde en parle. Personne ne le lit, mais tout le monde en parle. Amazon, depuis quelques années maintenant, devient, entre guillemets, une plateforme qui est, entre guillemets, en tout cas, quand on fait des sondages, de moins en moins appréciée, mais de plus en plus utilisée. Donc il y a un petit côté quand même paradoxal par rapport à ça. Mais néanmoins, regardons un petit peu aujourd'hui tous les gros acteurs français. Ces discounts, on en parlait, ils sont en marche forcée pour ouvrir des magasins. Peut-être que certains connaissaient le DLC. C'est voilà, un acteur lyonnais du matériel informatique, là aussi, qui relance une machine d'ouverture de magasins physiques. Beaucoup d'acteurs ont cette chance-là. Et il y a eu quelques annonces il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez suivi, de Wind, je ne sais pas si ça vous parle, une start-up française extraordinaire qui propose justement pour les magasins, pour les réseaux physiques, de travailler avec eux sur la digitalisation. Et ils ont levé 72 millions d'euros, justement pour accompagner entre guillemets, du commerce traditionnel, physique, dans la transformation digitale et comment capitaliser sur le réseau physique pour, entre guillemets, accélérer sur le digital. Et je pense que les éléments majeurs sont là, c'est la proximité, le service, l'accompagnement, et ensuite, évidemment, la capacité à délivrer. Mais ça, c'est un impondérable. Les valeurs, la spécialisation aussi, se démarquer par rapport au mass market. Je voulais revenir aussi, parce que Stéphane parlait d'accompagner des nouveaux métiers, la spécialisation utilisée. Alors, ça sera le 3e thème de cette table ronde sur comment on utilise les GAFA. Mais aussi, je voulais poser la question à Nicolas Buffon sur comment on accompagne des vendeurs qui avaient l'habitude de vendre à des clients justement avec une proximité très forte, de les accompagner vers des produits ou vers les nouveaux services créés par le roi Merlin, à en faire des ambassadeurs du digital finalement. Comment ça s'accompagne, comment ça se passe, et comment aussi un directeur de magasin qui lui finalement est objectivé sur la performance de son magasin, il renvoie quelque part des clients vers une autre plateforme. Comment ça s'organise aussi cette transition-là? Alors l'enjeu il est présent, il est clé, et je vais vous dire, à la vitesse à laquelle on arrivera à faire muter notre collectif, la vitesse, on passera très au-delà de ce qu'est capable de nous proposer les GAFA.
Très clairement, et pour nos équipes, il faut que ça se concrétise sur des faits concrets. Les faits concrets, ça veut dire quoi? C'est que des collaborateurs, conseillers de vente, responsables de rayon, c'est des populations, des équipes qui se sont forgées très fortement sur un territoire, un marché, un produit, une offre, des prix. Et donc en fait, c'est l'issue de comment on est arrivé à se développer chez Leroy Merlin. Eh ben, aujourd'hui, j'ai parlé du coup produit-service. Aujourd'hui, concrètement, un conseiller de vente qui réussit sa transition culturelle du web, c'est un collaborateur sur lequel on a épuré toutes les activités et les actions un peu inutiles. Mes conseillers de vente en magasin ne répondent pas au téléphone. On a relibéré du temps. Mes conseillers de vente en magasin font plus de mise en rayon. On a organisé ça avant 9h. Bref, je ne vais pas vous faire tout l'étalage de ce qu'on a mis en place, mais c'est pour relibérer du temps et relibérer de l'esprit sur quand j'ai un client, un habitant qui vient me rencontrer, très clairement, la culture du web, la transition, elle doit se traduire en une action précise. Quand je télécharge une appli, on me demande mon mail et un code. Quand je rencontre un habitant, j'ai une relation qui s'instaure et je lui demande systématiquement est-ce qu'il a un compte ouvert chez nous sur lm.fr qui lui permettra de vivre avant sa venue, qui lui permettra de vivre après son départ du magasin. Ça, c'est très concret et c'est engendrer la culture du web de nos collaborateurs, très concrètement, pour que notre magasin vive cette transition. On a aussi d'autres éléments, par exemple le retrait 2 heures. Le retrait 2 heures, beaucoup d'enseignes le font, mais très clairement, le retrait 2 heures, il s'initie à la fois sur le web qui parle à l'habitant, mais aussi du collaborateur qui s'adresse à son habitant et qui vient lui proposer à un moment ce service qui, au moins de 2 heures, son produit peut être disponible en magasin. On a également la commande anticipée, mais il faut que le conseiller de vente soit le premier promoteur de la commande anticipée. Je passe une commande chez Leroy Merlin. Surtout, monsieur, madame, quand vous allez recevoir 48 heures avant le fait que votre commande est arrivée chez nous, prenez rendez-vous. Comme ça, quand vous allez arriver sur notre site, votre commande sera prête. Tout ça, c'est des choses extrêmement simples, extrêmement basiques, où on dépollue au maximum l'idée de nos équipes sur plein de parasites improductifs qui ne servent plus à rien, dans un métier très historique, et comment on prépare le métier d'aujourd'hui pour demain à travers ces quelques choses factuelles. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être passer à la dernière partie, c'est que les GAFA effectivement sont là. Google, c'est 90% de la recherche. Alors, il y a d'autres outils, et on pourrait effectivement passer sur d'autres outils, mais aujourd'hui, pour être exposé, ça peut être intéressant de bien maîtriser la manière d'être exposé sur Google ou d'acheter des mots-clés. Est-ce qu'on peut évoquer Facebook? Je sais que Stéphane, par exemple, il y a une page Facebook pour Kerbio.fr avec une communauté qui est assez importante aujourd'hui de consommateurs. Comment on travaille sur ces supports-là et comment on les exploite pour développer les valeurs de la marque et la relation avec vos clients? Oui, alors juste, je voulais revenir quand même d'abord comment se différencier aussi. J'ai oublié deux choses parce qu'on n'est qu'un site d'e-commerce, mais on a aussi la volonté d'avoir des points de contact avec nos clients, hein, et ça peut être des ventes éphémères, ça peut être des salons, des événements. Le magasin traditionnel, non, il faut peut-être penser à demain. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et puis aussi créer sa propre marque. Kerbio, on va certainement créer sa propre marque avec des valeurs derrière et des produits locaux. Et ces produits-là, vous ne les retrouverez pas sur les marketplaces des GAFA. Donc voilà, donc encore une fois. Et puis aussi, donc maintenant, comment utiliser ces GAFA? D'abord, c'est comment ne pas aussi les utiliser. Le Black Friday, chez Kerbio, vous ne l'aurez pas, quoi. Ça, c'est clair et net. C'est un choix. Il y a certains consommateurs qui nous ont dit « Waouh, vous n'avez pas moins 50% ?» Ben non, on n'a pas moins 50% sur la pomme, c'est pas possible, quoi. Donc vous les aurez pas, les 50%, vous allez voir ailleurs. Donc à un moment, il faut se positionner aussi, et il faut choisir. Choisir, c'est aussi renoncer. Et donc nous, on a un positionnement premium, et donc à un moment, vous n'aurez pas des remises de 50%. Autrement, comment utiliser? Évidemment, les réseaux sociaux, et notamment Facebook, on l'utilise, même si on a tous... en tout cas, moi j'ai des enfants assez jeunes qui commencent à me dire Facebook, ça commence à être moyen. Bon, ça veut dire que... 2,2 milliards d'utilisateurs dans le monde quand même. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est quand même, on entend dans nos foyers, on n'utilise plus Facebook. Et la génération... On commence à ne plus utiliser. Non, mais tout à l'heure, on a dit que Amazon a grandi en 10 ans. Qui vous dit que demain, un GAFA ne va pas se casser la figure en 15? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, moi, j'entends... dans mon petit foyer,
hein, 4 enfants quand même. Voilà, Facebook, non, c'est plutôt Snapchat, ou alors où on va aller sur Instagram, en tout cas concernant l'agroalimentaire. Donc voilà, on l'utilise, mais derrière, encore une fois, on ne l'utilise pas comme ça, quoi. Il faut une stratégie, on s'assoit, donc c'est des nouveaux métiers. On met à contribution aussi nos clients sur des plats qu'ils peuvent cuisiner, choses comme ça. Donc ça, on les utilise pour avoir une relation ping-pong avec nos clients, pour que ça crée un échange et du référencement naturel. Autrement, oui, bien sûr, on utilise aussi Google sur tout ce qui est géolocalisation pour les livreurs, enfin tous les outils, un peu tout le service technologique qui peuvent nous apporter pour supprimer des tâches chronophages, pour se concentrer, nous concernant, sur les fondamentaux du commerce. Parce qu'on est des commerçants et qu'aujourd'hui, bien répondre au téléphone, entre répondre au téléphone, parce qu'on nous appelle encore, et répondre à un mail, à un moment, il y a un choix à faire. Donc si on peut avoir de l'automatisation, c'est très bien, pour que derrière, nos collaborateurs, dans un espace de 35 heures, c'est optimiser leur temps, mais de façon toujours dans le bien-être, et surtout toujours pour favoriser l'expérience client et l'améliorer, quoi. Jean-Philippe, quelques conseils aussi sur la manière d'utiliser les leviers que sont aujourd'hui le moteur de recherche Google, les outils Google, les réseaux sociaux, d'ailleurs pas forcément Facebook, hein. C'est vrai que je suis d'accord avec Stéphane, il n'y a pas que Facebook aujourd'hui, même si c'est 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires quand même en 2018, avec des bénéfices quand même, donc ça continue à progresser. C'est quoi les bons conseils qu'on peut donner à des e-commerçants aujourd'hui pour bien exploiter, sachant qu'aujourd'hui, bien les utiliser, ça peut être aussi beaucoup plus efficace que des grandes campagnes publicitaires sur des télés nationales. Donc ça peut être intéressant d'avoir un discours là-dessus aussi. Alors, très rapidement, en fait, je pense que la bonne façon, c'est aussi d'abord se poser la bonne question du pourquoi avant du comment. Je vais vous donner une histoire que je trouve assez emblématique. C'est le groupe Richardson. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. C'est le Nespresso de la salle de bain. C'est un acteur spécialisé dans la construction et la rénovation très haut de gamme des salles de bain, qui avait, comme beaucoup d'acteurs, pensé que le mirage du e-commerce, il y a 5 ans, leur permettrait de vendre des projets complètement intégrés en ligne. Ils ont lourdement investi, ils n'ont pas vendu un projet. Tout simplement parce que, entre guillemets, un projet de rénovation avec des montants assez conséquents, ça ne s'achète pas en ligne. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'idée, on peut avoir l'envie, on peut s'inspirer, on peut découvrir, mais on n'achète pas. Et donc, à un moment, la direction générale s'est dit, finalement, faisons un pas de côté et comment finalement bien utiliser ces dispositifs pour faire différemment. Et en fait, fil en aiguille, on s'est aperçu qu'ils avaient l'élément principal qui était un réseau d'agences un peu partout en France. Donc, ils avaient cette notion de proximité et de lien avec le client. Et on s'est dit, mais finalement, on va utiliser le digital et les GAFA, et Google en particulier, comme finalement une pompe à prospects. On va faire quelque chose d'extrêmement basique. On va faire en fait du web et de Google, du web to store. C'est-à-dire comment, à partir du digital, on va créer du flux physique en magasin. Basique, pragmatique, simple. Et ça marche tellement bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable avec Google de détecter des projets d'acquisition et de rénovation de salles de bain. Ça fait peur, hein, mais le ciblage est redoutable. Aujourd'hui, alors juste pour une salle d'exposition, alors certes, une des grandes salles d'exposition du groupe, ça génère un petit peu moins de 200 opportunités supplémentaires par mois. Donc il n'y a même plus à se poser la question du ROI. Associé à ça. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, au travers d'outils et de budgets qui sont somme toute extrêmement réduits au regard de campagnes beaucoup plus traditionnelles mass média, une capacité de ciblage, d'acquisition et de génération de business. Mais encore une fois, ça n'a de sens que si avant on s'est posé la bonne question du pourquoi. C'est-à-dire que voilà, pourquoi j'y vais et ensuite comment je m'organise autour de ça. Là encore, positionnement, stratégie de marque, ciblage, effectivement. Et puis revenir aux valeurs, c'est une société patrimoniale 100 ans. Ce qui faisait la force, c'est la valeur et puis le conseil, tout simplement. Fabien, un petit mot sur l'utilisation de ces leviers. Alors, avant le commerce, c'était 3 choses. C'était 1, un bon emplacement, 2, un bon emplacement, 3, un bon emplacement. Maintenant, c'est presque 1, un bon référencement, 2, un bon référencement, 3, un bon référencement. Et je pense que donc il est évident aujourd'hui que les leviers du référencement sont importants et qu'il faut les utiliser. Derrière, c'est aussi faire des offres mixtes. Tout à l'heure, mon camarade de Kerbio parlait de la logistique urbaine à Nantes. La ville de Nantes a lancé un appel à projet parce qu'on pressent que ça va être relativement compliqué, qu'il va peut-être être complexe d'aller chercher ses courses, de faire ses courses dans le cœur de Nantes. Il faut dès maintenant inventer des nouvelles offres pour les clients, des offres qu'on doit construire. Ils font leurs courses, on collecte leurs achats, on leur livre leurs achats le soir. Ça, c'est des choses sur lesquelles nous, on est prêts à travailler. On souhaite travailler avec la collectivité et les autres acteurs de Nantes. Donc, c'est inventer un service client qui soit différent, qui mixe le meilleur
du numérique et du physique, et qu'on garde l'emplacement, le référencement, l'emplacement et le référencement. C'est quelque chose d'essentiel. Dans le référencement, il y a aussi l'avis des gens. L'avis des gens. On n'achète pas à vide. Il y a quelqu'un qui l'a dit, on n'achète pas à l'aveugle. Quand on a une relation avec son client, c'est très différent. Là, on travaille avec une start-up qui s'appelle eCity, avec une offre Ma Ville, Mon Shopping, où en fait les clients font la vitrine Internet du commerçant et promeuvent des produits qui leur plaisent auprès de leur communauté. Et donc, il faut utiliser en fait tout ce référencement qui n'existait pas avant, d'influenceurs, de nouveaux Snapchat, Instagram. Mais tout ça, ça doit être en fait des outils d'amélioration et d'accélération, puisqu'on l'a vu en fait. Dès qu'on se sert de ces outils, ça nous accélère nous-mêmes. Et moi, je suis sûr qu'il y a un tas d'offres à inventer de l'expérience client qu'un grand acteur du numérique ne saura pas faire. Et c'est ça auquel on doit travailler. Dans l'appel d'offres de la collectivité de Nantes, c'est quelque chose qu'il faut travailler, transporteur avec commerçants. Là, on travaille à ça avec la CCI, avec plusieurs acteurs du commerce. Il faut vraiment qu'on s'y mette avec le MIN. Et c'est des choses qui vont disrupter le marché des GAFA, mais pas que des GAFA. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même 182 000 e-commerçants en France. Merci Fabien. Oui, dernier mot. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, un élément extrêmement intéressant, c'est Cdiscount. On en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, Cdiscount a un volume très significatif de ses ventes réalisées au travers d'un nouveau service, je ne sais pas si vous avez vu, qui est le paiement en 4 fois, le paiement fractionné. Et aujourd'hui, ils sont aperçus qu'ils ont dopé leurs ventes de manière très significative, justement par la mise en place de ce service en 4 fois, qui a 2 avantages. Le premier, c'est que les géants GAFA n'iront jamais sur cette complexité de paiement. C'est trop particulier, trop franco-français, trop spécifique, ça coûterait trop cher pour eux. Donc ils restent dans les mainstream aujourd'hui traditionnels. Et donc Cdiscount a fait un choix très fort, ils sont associés avec une banque de leur réseau pour créer cela. Et aujourd'hui, ça représente plusieurs dizaines de pourcents du montant de vente. Et ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, Cdiscount impose cette mécanique à l'ensemble de ses partenaires pour les référencer sur leur dispositif. C'est qu'aujourd'hui, ça devient, entre guillemets, voilà, un service aujourd'hui majeur, qui sont parmi les seuls aujourd'hui à proposer, un accélérateur extrêmement français, extrêmement spécifique, mais un moyen de faire un pas de côté par rapport à leurs gros concurrents. Et encore là-dessus, ils sont dans ces logiques de service et de différenciation par nouveaux services. Merci Jean-Philippe. On arrive à la conclusion de cette table ronde. Donc vous l'avez vu, j'espère que le discours positif qui a été diffusé ce matin va vous accompagner pour développer votre stratégie de e-commerce. On a vu que les GAFA, évidemment, sont là. Il y a moyen de tirer son épingle du jeu en ayant des valeurs, en étant créatif, en s'associant, en ayant des idées pour se démarquer de ce mass market, et puis en utilisant aussi la puissance qu'ils peuvent proposer. Si vous avez, il nous reste quelques minutes, si vous avez quelques questions aux intervenants à côté de moi, n'hésitez pas pour finir cette table ronde. Il n'y aura pas beaucoup de questions, hein. Une question ou deux maximum. Bonjour, merci pour la table ronde, je trouve ça super intéressant. Je voulais juste moi apporter mon point de vue en tant que cliente et consommatrice à la fois de Amazon et de Leroy Merlin. Amazon, je peux y passer mes journées dessus, je commande tout sur Amazon, tout et n'importe quoi pour les prix, les avis et la livraison gratuite. Mais je suis aussi une consommatrice, une grosse cliente de Leroy Merlin pour plusieurs raisons. Parce que chez Leroy Merlin, je recherche l'expertise des conseillers et des vendeurs qu'on ne trouve pas du tout, qu'on ne trouvera jamais chez Amazon. On peut aller dans n'importe quel rayon chez Leroy Merlin, on a toujours la réponse à la question qu'on avait en entrant dans le magasin. Donc c'est ça que je trouve top chez Leroy Merlin. Il y a vraiment ils ont réussi à rentrer en fait dans la modernité de ce que recherchent les gens aujourd'hui. Et il y a aussi la partie réseaux sociaux dont vous avez parlé très rapidement. Et c'est vrai que le compte Instagram de Leroy Merlin est une source d'inspiration pour les gens qui aiment la décoration, les bricolages. Il y a notamment aussi le réseau social Pinterest qui est super efficace pour ce type de grande distribution, bricolage et décoration. Donc c'est vrai que, en tant que cliente à la fois des deux choses, je pense qu'il ne faut pas avoir une vision noire ou blanche des GAFA et de la grande distribution. Les deux sont vraiment très complémentaires, on peut être client des deux domaines. J'avais juste une question pour Kerbio. Moi, de mon point de vue, je ne voyais pas trop la concurrence en fait, avec Amazon, je voyais plutôt la concurrence par rapport à des enseignes comme Biocop ou Chlorophylle. Je voulais savoir comment vous vous positionnez face à ces enseignes-là. Comment je me positionne ? Comment ça, Biocop oui, ce soir, il y a une conférence avec, je crois, Michel Edouard Leclerc. Donc oui, le bio, on est vraiment sur un marché hyper concurrentiel.
Je me positionne bien dans le service. On met vraiment l'accent sur les produits locaux, sur la création aussi de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances. Hein. Biocop, c'est un... Alors, ce qui est intéressant, c'est que Biocop n'a pas de site internet. Par contre, ils sont très innovants sur plein de choses, hein, mais ils n'ont pas de site internet et c'est une grosse chaîne. Et moi, ce que je vois, mais ça c'est purement ma vision, c'est qu'il y a je ne sais pas combien de magasins en France, peut-être que ça sera racheté un jour par un grand pure player, au même titre que Whole Foods un jour, quoi. Chlorophylle, je m'entends très bien avec eux, je suis allé les voir. Je leur dis voilà, c'est une coopérative, moi j'ai un site internet, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc on discute. On est très transparent sur ce qu'on fait. Ils ont leur clientèle, on a notre clientèle. Je crois qu'il y a aussi ça, c'est que il faut savoir renoncer à des clients et pour pouvoir apporter une plus grosse valeur ajoutée à d'autres clients et bien être rentable sur une certaine catégorie de clients. On ne peut pas arroser tout le monde. Kerbio, je n'aurais pas les moyens d'arroser tout le monde, quoi. Et puis pour revenir à pourquoi je suis là par rapport aux GAFA, parce que c'est vrai quand même que si Amazon, ça reste un concurrent, enfin c'est prétentieux de dire ça, mais ça reste quand même quelqu'un qu'il faut suivre, parce qu'aujourd'hui, quand ils lancent des magasins Amazon Go, si demain, Kerbio, nous on lance des magasins physiques, on ne fera pas du Amazon Go. Il y aura des collaborateurs, par contre, il faut comprendre que peut-être que le prix sera un peu plus cher, quoi. Et c'est ça qu'il faut comprendre, le modèle économique. Merci à tous. Dernière question ou on a encore le temps d'une dernière question? Non? Allez. Enfin, Oui, une question rapide. Merci de votre intervention. Je pense qu'on voit que ça pose un vrai problème, ne serait-ce que fiscal, les GAFA. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a une responsabilité à lutter contre eux parce qu'il existe des alternatives? Donc, moi, je suis effectivement membre de DRO et très engagé dans une entreprise à mission. Mon objectif, c'est de devenir le Lilo ou l'Ecosia des télécoms. Et je pense qu'on a tous... on a tous en charge, et je voudrais avoir votre point de vue, de ne pas accepter cette fatalité parce qu'ils vont effectivement, c'est des rouleaux compresseurs, ils sont super utiles, super efficaces, on peut pas les occulter, mais je pense qu'on peut résister. Quel est votre avis? Si vous avez un avis. Moi, je pense que Google, enfin les GAFA, là, aujourd'hui, ils ont un métier, demain, ils sont hyper stratégiques quand même. On les voit... dans le domaine militaire, on les voit dans le domaine de la santé, enfin voilà, quoi, c'est quand même des partenaires même politiques, quoi. Donc demain, c'est quoi leur modèle? C'est à se poser comme question, quoi. Et moi, je suis d'accord avec toi, hein, on peut quand même se positionner complètement différemment sans les utiliser, mais je ne suis pas sûr que demain, je pense que demain, il y aura d'autres acteurs, au même titre que Google, qui vont émerger et qui vont aussi disrupter un peu aujourd'hui ce monopole, quoi. Nous, on reste persuadés qu'il faut lutter équitablement, c'est-à-dire demander à ce que les GAFA, socialement et fiscalement, soient sur le même plan que les autres. Après, il ne faut pas se dire qu'un GAFA ou un autre est mauvais, c'est quelle est l'équité entre les entreprises. Ensuite, là, dans cette table ronde, on parle à une assemblée d'entrepreneurs, de commerçants, et ce n'est pas comment lutter contre les GAFA, c'est comment on se remet tous dans un système équitable et comment on travaille les uns avec les autres. Donc nous, la seule chose qui peut nous gêner vis-à-vis des GAFA, en tant que grand groupe, c'est nous, notre environnement social. On l'a dit, on est beaucoup en région, mais aussi au national, à être engagés dans la RSE, à être engagés dans l'accompagnement de nos collaborateurs, dans la formation, dans tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'équité soit respectée. Après, ça sera peut-être d'autres GAFA. Je vous dis... On sait tous que les Chinois arrivent, hein. Jack Ma d'Alibaba nous a prévenu il y a un an, on arrive avec 1 milliard de colis sur l'Europe. 1 milliard de colis sur l'Europe, en France, on a 450 millions de colis à l'année. Donc quand Alibaba va arriver, ça va faire quelque chose. Mais si ces acteurs sont dans les mêmes règles que nous, il n'y a pas de souci. On se battra avec eux, on continuera à innover et on travaillera avec eux. Le souci, c'est quand on introduit de l'inégalité dans les systèmes. Donc ce n'est pas les GAFA qui sont importants, c'est nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on veut comme égalité entre les gens qui nous servent. Enfin, mais là, on est là en tant qu'entrepreneur. Et en tant que citoyen, après, c'est notre responsabilité. Mais en tant qu'entrepreneur, battons-nous pour être tous équitables. C'est tout. Et après, on a nos valeurs.
Merci pour cette belle conclusion, Fabien. Si vous voulez, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde.